avance rapide jusqu'à nos jours et la réincarnation moderne de ces chasseuses est un abominable groupe de K-pop baptisé Huntrix. Pendant que leur horde d'admirateurs hébétés attend une prestation, elle décline complaisamment la composition du groupe pour les simples d'esprit dans l'assistance. En premier lieu, nous avons Mira, l'insoumise de Fervis et la prétendue bannie de sa famille, un stéréotype éculé jusqu'à la corde. Vient ensuite Zoe, la rappeuse de la formation, affublée de l'étiquette paradoxale de membre la plus suave, un oxymore d'une stupidité criante. Finalement, voici Rumi, la vocaliste en chef dont la mère fut une chasseuse, ce qui a poussé Céline à la façonner comme une fille de rechange. Pendant ce temps, fendant les cieux à bord de leur jet privé, les Huntrix s'empivent de glucides jusqu'à les bêtudes avant leur concert. Leur manager, un guignol du nom de Bobby, les contacte affolés pour chouiner sur leur position car la foule trépine d'impatience. Les filles déduisent promptement que l'intégralité de l'équipage est infestée de démons, une révélation foudroyante pour quiconque n'est pas tombé de la dernière couvée. Naturellement, ces guerrières impitoyables procèdent à leur extermination tout en beuglant à plein poumon leur single « How It's Done ». La scène est exactement le chaos chorégraphié auquel on pouvait s'attendre, fusionnant pugilat et performance vocale. Une fois l'avion réduit à une épave méconnaissable, le trio s'éjecte nonchalamment de la carcasse fumante. Elles poursuivent leur purge démoniaque tout en plongeant à travers l'atmosphère. Par un miracle scénaristique, elles réalisent un atterrissage parfait à 3 points, pile sur leur scène, devant des milliers de partisans en délire. Elles enchaînent avec une autre prestation flamboyante avant de finalement vaporiser le dernier démon dans une gerbe de triomphe imméritée. La séquence tout entière n'est qu'un étalage prolongé et grotesque de spectacles d'action sur fond de pop. Dans les tréfonds des enfers, Guima pique une colère noire, réprimandant ses subalternes démoniaques incompétents pour s'être fait botter le cul par un girls band. Il est alors interrompu par l'un de ses plus anciens serviteurs, un scélérat manipulateur du nom de Jinoo. Jinoo suggère une stratégie profondément contre-intuitive pour enfin soumettre les redoutables Huntrix. Lui et 4 autres acolytes démoniaques se feront passer pour un boys band, les Saja Boys. Leur plan génial consiste à siphonner le public des Huntrix, ce qui, d'après eux, anéantira le bouclier Unmoon. Guima, qui n'est pas totalement dénoué d'intelligence, devine que Jinoo a une motivation personnelle dans cette affaire. Jinoo affirme ne désirer que l'effacement de ses souvenirs douloureux, le plus gros tas de conneries qu'on puisse imaginer en matière de passé tragique. De retour sur Terre, les Huntrix sont censés profiter d'un repos bien mérité après leur dernière prestation éreintante. Tandis que Mira et Zoé tentent de décompresser, Rumi, l'éternelle tête de classe, décide de saboter leur repos. Elle impose seule la sortie de leur prochain single, Golden, un authentique coup de pute qui abrège net leurs vacances. Cette décision les contraint à se lancer à corps perdu dans la promotion du nouveau titre sans un putain de moment de répit. En plein milieu du tournage du clip, la voix de Rumi commence à flancher sous l'énorme pression. Elle s'éclipse dans un endroit retiré où la grande révélation éclate, ses bras sont recouverts de stigmates démoniaques. Il s'avère que la prodige tant adulée est en réalité une demi-démone. Un court flashback confirme que Céline était parfaitement au courant de la lignée sémi-démoniaque de Rumi depuis le début. Céline, cette salope calculatrice, a délibérément dissimulé ce secret monumental à Mira et Zoé. Désespérées de soigner la voix défaillante de Rumi, les filles cherchent un charlatan nommé le guérisseur On. La méthode du bonhomme consiste à sonder les profondeurs de leur âme pour discerner leur véritable nature. Il les analyse toutes avec une précision chirurgicale, à l'exception de Mira, dont l'intensité brute semble terrifier le Gus. Après son absurde évaluation psychique, On leur refile des élixirs mystiques censés restaurer la voix de Rumi. En partant, elle tombe nez à nez avec les 5 démons, désormais travestis en Saja Boys. Jinoo est à la tête de cette bande débiles, flanquée de ses acolytes baptisés Romance, Mystery, Abs et Baby. Les filles sont instantanément séduites par ces beaux diables, car l'intrigue exige un tel niveau de niaiserie. Elles continuent de percevoir les Saja Boys comme d'arrogants connards, surtout après que Jinoo a envoyé Rumi au sol. Les Saja Boys réalisent alors un coup d'éclat en réquisitionnant la place de la ville pour lancer leur premier single, Soda Pop. Ils s'attirent immédiatement une horde de fans, ce qui témoigne du goût douteux du public. Il ne faut pas être grand clair pour que Rumi, Mira et Zoe déduisent que ces nouvelles idoles de la pop sont en réalité des démons. Les Saja Boys annoncent ensuite leur participation à une émission de variété extrêmement populaire. Huntrix décide d'infiltrer l'enregistrement de l'émission vêtus de leurs emblématiques tenues de cuir mouillantes. Leur plan se retourne contre elles de façon spectaculaire quand les Saja Boys les font monter sur scène comme invités surprises. Elles sont obligées de participer au jeu idiot de l'émission aux côtés de leurs rivaux démoniaques. Après l'émission, Huntrix prend les Saja Boys en chasse dans une ruelle, puis directement dans des bains publics. La confrontation dégénère sans surprise en une bagarre surnaturelle généralisée au milieu de la vapeur et de l'eau.
Au cours de la bataille frénétique, Jinu aperçoit les marques de Rumi et découvre ainsi son secret de demi-démon. Pourtant, ce bâtard de manipulateur s'abstient stratégiquement de révéler son secret à Mira et Zoe sur le champ. Le Sage Boys parvient à s'évanouir de la nuit, laissant Huntrix battre en retrait piteusement des bancs publics désormais saccagés. Guima convoque brièvement Jinu dans le monde souterrain pour le féliciter du succès initial de son plan. Le Boys Band a déjà commencé à moissonner une quantité massive d'âmes humaines, affaiblissant par conséquent le Hun Moon. Pendant que les filles élaborent leur prochaine stratégie, Rumi reçoit un message énigmatique. Une invitation de Jinu lui parvient par l'intermédiaire de son oiseau et de son tigre de compagnie, une méthode de livraison tout sauf discrète. Ils conviennent d'un rendez-vous sur un toit et Rumi se montre à juste titre immédiatement hostile envers le conspirateur démoniaque. Jinu débite alors un récit larmoyant, alambiqué et totalement inventé, rempli de conneries manipulatrices sur sa vie 4 siècles plus tôt. Il prétend avoir croupi dans la misère avec sa mère et sa sœur avant de conclure un pacte de dupe avec Guima pour une vie meilleure. Sa voix soi-disant extraordinaire lui aurait valu la richesse, permettant à sa famille d'emménager au palais. Mais Guima l'aurait ensuite traîné dans le monde souterrain et sa famille aurait été jetée à la rue pour y mourir. Il explique à Rumi que ces marques, comme les siennes, sont la manifestation d'une onde profonde et cachée. C'est une tirade manifestement manipulatrice, mais Rumi, dans sa vulnérabilité, semble tout gober. Pendant ce temps, le reste des Huntrix peine à composer un morceau clash percutant pour défier les Sajo Boys au prochain Idol Awards. Ce titre est également censé faire apparaître par magie le légendaire On Moon doré. Rumi est mal à l'aise avec les paroles hostiles, elle qui est aux prises avec sa propre dualité démoniaque. Pour animer la situation, leur manager Bobby organise une rencontre de fans commune pour Huntrix et les Saja Boys. Comme on pouvait s'y attendre, des rumeurs de romance à la con commencent à circuler sur d'éventuels couples entre les deux groupes. À la fin de l'événement, Jinu simule l'émotion quand une fillette lui offre un dessin proclamant la beauté de son âme. Mira, la plus perspicace du trio, commence à sentir que quelque chose cloche sérieusement chez Rumi. Elle impute à tort le comportement de Rumi au simple stress généré par le contenu de la nouvelle chanson. En découvrant que les Saja Boys ont accumulé plus de 50 millions d'abonnés, Huntrix décide de passer à l'action. Elle constate que le On Moon faiblit, ce qui permet à un afflux de démons de pénétrer le royaume des humains. Donc, tout à fait logiquement, elle décide d'affronter les Saja Boys à bord d'un train en marche. Au cœur de ce conflit à grande vitesse, elles interprètent leur nouvelle chanson, Take Down, parce que ce film est complètement parti en vrille. Elles parviennent à vaincre les démons, mais c'est une victoire au goût de merde. Elles découvrent que l'âme de chaque passager du train a été siphonnée durant la bagarre. En proie au désespoir, Rumi retrouve Jilom une fois de plus divagant sur la nécessité de préserver le honeymoon. Elle semble croire que cet acte les purifiera miraculeusement tous les deux de leur nature démoniaque. Ils s'avouent leurs sentiments mal placés en interprétant un duo intitulé Free. Jinu promet alors que les Saja Boys perdront intentionnellement aux Idol Awards, permettant ainsi aux Huntrix de triompher et de sauver le monde. Malheureusement pour cet imbécile d'amoureux transi, Guima peut lire dans les pensées de ses sbires et sait que Jinu est un putain de traître. Guima traîne brutalement Jinu dans le monde souterrain et le confronte à sa duplicité. Il rappelle sadiquement à Jinu que l'histoire pathétique et larmoyante qu'il a servi à Rumi n'était qu'une pure fabrication. La vérité est que Jinu a volontairement et égoïstement vendu sa putain de famille pour une vie de luxe. Juste avant les Idol Awards, les filles partagent un moment poignant, admettant qu'elles affrontent toutes leurs propres démons intérieurs. Elles trouvent un certain réconfort dans leur solidarité, ce qui ne fait qu'annoncer la catastrophe imminente. Elles montent sur scène pour interpréter Golden, Rumi entamant la chanson en solo dans une démonstration de force absolue. Alors que Mira et Zoe s'apprêtent à la rejoindre, elles s'aperçoivent ce qui ressemble à des démons enlevant leur manager inutile, Bobby. C'est le piège le plus transparent de toute l'histoire des embuscades grossières. Pendant que les deux héroïnes sont leurrées pour s'occuper des faux démons, deux des Saja Boys prennent astucieusement leur apparence. Ils rejoignent Rumi sur scène pour la performance de Take Down, laissant la pauvre fille dans un état de confusion totale. Puis, dans un acte de pure cruauté mélodramatique, les imposteurs arrachent violemment les manches de Rumi. Ces marques démoniaques sont révélées au grand jour devant tout le public et retransmises au putain de monde entier. Mira et Zoe finissent par comprendre la supercherie et se ruent vers la scène. Elles arrivent juste à temps pour assister à l'exposition de la véritable nature de Rumi dans un merdier sans nom. Rumi tente de s'expliquer, mais Mira et Zoe, se sentant profondément trahis par les putains de mensonges de Céline, refusent de l'entendre. Dévasté, Rumi confronte Jinu, supposant à juste titre que ce bâtard a orchestré toute cette mascarade immonde. Acculé et pris au piège, Jinu est contraint d'avouer qu'il a inventé tout ce qu'il lui a raconté. Il admet avoir trahi sa famille pour ses propres ambitions égoïstes, anéantissant la dernière once de confiance qu'elle plaçait en lui. Rumi reste complètement seul sur scène, tandis que les Saja Boys convoquent leurs fans endoctrinés à la tour Namsand pour un concert de minuit.
Cette performance constitue, bien entendu, la phase finale de leur plan de moisson d'âme. Alors que le pouvoir de Guima grandit, il tourmente psychologiquement Mira, Zoe et Bobby en exploitant leur plus grande vulnérabilité. Totalement anéanti, Rumi cherche de l'aide auprès de Céline, maintenant que son secret a été impitoyablement exposé au grand jour. Même à ce stade, l'instinct premier de Céline est de noyer le poisson, qualifiant la révélation de simple ruse de Guima. Quand Rumi réalise que Céline ne peut même pas la regarder en face, elle finit à juste titre par péter les plombs. Elle proclame qu'elle n'en a rien à foutre de l'anéantissement du Honmoon et achève sa transformation en démon. Les Saja Boys rassemblent leur immense foule de partisans à la tour, prêts à moissonner toutes leurs âmes. Alors qu'ils entament leur rituel, Rumi fait une entrée fracassante, prête à déclencher une putain de guerre. Elle entame une ballade puissante intitulée What It Sounds Like, canalisant toute sa souffrance et sa fureur. D'une manière ou d'une autre, sa chanson possède le pouvoir brut de briser l'emprise mentale de Guima qui retenait Mira et Zoe prisonnières. Elle lui pardonne instantanément et se rallie à sa cause, car l'amitié est visiblement une sorte de remède miracle universel. Furieux de ce retournement de situation, Guima lance un rayon d'énergie colossal directement sur Rumi. Dans un geste d'autosacrifice d'une prévisibilité navrante, le bonarien de Jinoo saute devant Rumi et encaisse l'impact de plein fouet. En rendant son dernier souffle, il lui dit que son amour l'a libéré, ce qui est la plus pure des conneries sentimentales. Il lui transfère alors son âme humaine restaurée, ce qui, bien opportunément, décuple son pouvoir à un degré insensé. Fartés de leur puissance accrue, les Huntrix reprennent leur chanson et anéantissent complètement les 4 Saja Boys restants. Rumi porte ensuite le coup final et décisif à Guima, exilant le monarque démoniaque dans le monde souterrain. L'antagoniste principal étant vaincu, le Honmoon est restauré par magie et le monde est de nouveau sauf. Après leur réconciliation spectaculaire et leur triomphe, les filles décident de prendre une pause ô combien nécessaire. Rumi retrouve enfin Mira et Zoe au banc public, libérées du fardeau de devoir cacher ses stigmates démoniaques. Elles partagent toutes les trois des retrouvailles en larmes, affirmant leur loyauté de salopes prêtes à mourir l'une pour l'autre. En quittant les bains publics, elles aperçoivent de jeunes admiratrices qui les observent avec vénération. Elles ont conclu instantanément que leur brève pause loin de la machine K-pop a assez duré. Les filles s'approchent de leurs fans en extase, alors qu'une foule encore plus nombreuse commence à les assaillir. Au-dessus de la métropole, on aperçoit l'oiseau et le tigre stupide de Jinoo en train de contempler la scène.